Bonsoir messieurs, dames, bienvenue au musée de la Romanité. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Jean-Pierre Terrien, qui est numismate et l'auteur également de l'ouvrage As de Nîmes rime avec énigme. Et nous avons donc une conférence ce soir sur ce sujet de l'As de Nîmes. Simplement pour vous demander, avant le début de la conférence, de bien vouloir éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, ou au moins de les mettre en silencieux. Donc cette conférence va durer 1 heure. Ensuite, on aura un petit temps de questions. Et donc, je vous amènerai le micro à ce moment-là pour les questions. Voilà, simplement bien penser à éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Et voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Il paraît qu'il faut rallumer le micro d'abord. Ça aide. Alors, un petit mot. Vous m'avez peut-être vu en photo dans le journal, c'est possible. Je suis Gérard Krebs, je suis le président du cercle numismatique nîmois. Donc un petit mot d'introduction. Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être venus nombreux ce soir pour découvrir la fascinante histoire de l'As de Nîmes, monument, j'ose le dire, monument de notre patrimoine romain, à l'instar des arènes, de la Tourmagne ou de la Maison Carrée. Alors, un tout petit mot sur le cercle numismatique. Nous sommes une vingtaine d'adhérents, tous passionnés d'histoire, au travers notamment des monnaies. Nous nous réunissons en général le premier vendredi de chaque mois pour un exposé présenté par l'un d'entre nous sur des thèmes allant de l'Antiquité à la période contemporaine. Nos réunions sont ouvertes à tous ceux qui cela peut intéresser. Le thème de ce soir, pouvant s'adresser à tous les Nîmois un peu curieux des origines de leur cité, nous avons proposé à la ville d'ouvrir la conférence à un plus large public. Au nom du cercle numismatique, j'adresse tous nos remerciements à l'administration du musée qui met à disposition ce bel auditorium et en particulier à Madame Bertaille, notre interlocutrice pour ce projet. Et je remercie vivement les équipes municipales, notamment Monsieur Valade et Madame Roule, pour leur aide dans la promotion de cet événement. Avant de passer la parole à Jean-Pierre Terrien, un dernier mot qui s'adresse au non-numismate pour que vous ayez bien en tête le rôle de la monnaie dans l'Antiquité. À une époque où il n'y a ni télévision, ni radio, ni journaux, ni photos, le principal média pour diffuser les messages du pouvoir central étaient les pièces de monnaie. Elles étaient la force de l'image de l'époque, le seul support qui circulait dans tout l'Empire, chez les plus modestes artisans comme dans la plus haute bourgeoisie. C'est-à-dire que les monnaies avaient un rôle central dans la vie non seulement économique, mais aussi dans la vie politique, bien loin du rôle très subalterne que nous leur connaissons aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite une bonne conférence. Merci Gérard. Bon, bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de passer un moment en votre compagnie pour parler du monnayage antique de la ville de Nîmes. Je vais commencer par les occupants, peut-être pas les premiers, mais au moins ceux qui ont frappé les premières monnaies de la région nîmoise, les Volcarrés comiques. Voilà, donc qui est un peuple d'origine Europe centrale. Les Volques se sont divisés en deux quand ils sont arrivés en Gaule, et une partie d'entre eux est partie occuper la zone. Les Volques tectosages sont partis ont fondé Toulouse quelque part, et les Arécomiques sont restés autour de Nîmes, dans la région. Enfin, ils ont certainement élargi pas mal leur zone d'influence d'ailleurs, peut-être jusqu'à Narbonne. Et donc voici les premières monnaies qu'on identifie avec certitude comme étant frappées par les Volcarés comiques. Alors là, il s'agit d'une drachme nommée, donc en argent, qui est une monnaie très rare, hein, qui a donc été frappée. Alors évidemment, les dates, on ne les connaît pas exactement, hein, autour de 100-150 avant Jésus-Christ.
Bon, c'est une monnaie rare, hein, mais qui a été déjà répertoriée depuis un petit moment. Elle est connue depuis très longtemps. Bon, maintenant, on en a trouvé de très belles. Il y en a même au musée, il y en a une magnifique. Vous aurez peut-être l'occasion de la voir. Et ensuite, on a ce bronze qui est rarissime également, frappé avec la même légende, Nemei. Alors le profil grec qui rappelle les monnaies de Marseille, hein, c'est un petit peu l'influence aussi régionale des monnaies des Volques, notamment ce type de profil, le cheval libre à droite. Alors ce type de profil, on l'a déjà sur la monnaie, sur cette monnaie-ci. Hein, ce sont deux monnaies contemporaines, avec une légende identique, mais le style aussi du droit est très semblable. Bon, le revers, là, il est complètement différent. Là, on a les Dioscures, hein, enfin, on en a un tout au moins, peut-être pas les deux, mais on en a un. Et donc, ensuite, on a des monnaies, on va dire périarécomiques, c'est-à-dire, bon, elles ont une grosse influence. Enfin, Marseille a toujours eu une grosse influence dans le monnayage nîmois. Bon, alors moi, je les appelle un peu les périarécomiques parce que elles ne sont pas identifiées si formellement que ça, parce que on a le MA de Marseille au milieu. Là, ces oboles étaient très répandus à Marseille déjà, et puis autour. Après, on a évidemment des lettres qui se sont ajoutées. Attendez, j'essaie de trouver. Voilà, le N ici qui pourrait vouloir dire Nîmes, mais on a ce type de monnaie avec un T, on en a d'autres avec un A. Bon, voilà, ce sont toutes les variantes. Alors, bon, est-ce qu'on interprète bien tout ça comme étant des monnaies frappées à Nîmes? En tout cas, elles ont circulé dans la région. On ne va pas s'y arrêter trop longtemps. Là, par contre, on est sur une légende. Vers 75, Rome reconnaît l'existence juridique et territoriale. Alors, on parle d'avant Jésus-Christ, bien sûr, des vols carécomiques. Bon, cette monnaie, elle est assez connue. Le bronze de sanglier, Namasaton. Bon, là, j'ai mis un petit dessin qui est presque plus lisible. À légende grecque. On était encore sur des légendes grecques, là. L'ancien nom de Némosus. On a toujours cette inspiration des monnaies de Marseille sur le droit, le traitement des cheveux, enfin le portrait est très inspiré des monnaies de Marseille. On a alors cette monnaie également. Bon, là on a le AR d'arrêt comique, le bronze à l'aigle, qui est tout ça, ce sont des monnaies assez connues. Il n'y a pas énormément de monnaies formellement identifiées. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être une douzaine, mais enfin une douzaine de types différents. Hein. On a le AR d'arrêt comique, Volk, VOL, oui, évidemment, VOLC même. Voilà. Donc après, on a toujours ces traités. Alors le traité de la chevelure, là, il est un peu plus curieux avec ces mèches qui remontent là. Et je vous dis ça parce que il y a d'autres monnaies qui ont été frappées dans la région. On attribue pas formellement au Volk, mais qui ressemble beaucoup. Cette monnaie-là, par exemple, la légende CMEP, qui reste quand même mystérieuse. Hein. C'est une monnaie qui a circulé aussi dans la région en même temps. Alors, si on compare le traité de la chevelure, on voit que sur la monnaie précédente, bon là c'est un dessin, mais la monnaie que vous avez vue avant, on a ce traité avec, qui est assez semblable. Donc c'est peut-être une arrêt comique, peut-être une péri-arrêt comique, voilà. Mais la légende CMEP reste assez mystérieuse. On en a d'autres, des monnaies qui ne sont pas formellement identifiées, qu'on trouve dans la région et qu'on a bien du mal à savoir qui les frappait. Mais bon, ça fait partie après des recherches qui peuvent être enrichies par la suite. Alors le bol de Nîmes, on a toujours la légende VOLC dans les 4 cantons du Nord-Ouest, voilà. Là, ce sont des monnaies relativement rares, mais enfin qui sont quand même assez connues. On a toujours le AR
le AR qui est ici, donc arrêt comique, Volk, VOLC, voilà, bon, ça c'est explicite. Au moins là, il n'y a pas de problème pour les identifier, ces monnaies-ci. Alors celle-ci qui est assez répandue, voilà, c'est pas une monnaie rare, mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est après de resituer, disons, le contexte politique. Là pour l'instant, bon, les Volk n'étaient pas encore totalement romanisés, on va dire. Vers 49-48, César accorde le droit latin au territoire des Volk arrêt comique. Bon, là, je resitue un petit peu l'histoire parce que c'est intéressant de voir dans quel contexte ces monnaies ont pu être frappées. Vers 45-44, Tibère déduit une colonie de droit latin à Nîmes. Voilà. Et après, on va avoir des légendes latines, et non plus les légendes grecques comme on l'avait vu précédemment. Le bronzodémos, voilà, Volcae et Arec. On est toujours un petit peu sur les mêmes abréviations, en fonction de la place aussi, quelquefois peut-être. Là, c'est le buste d'Artémis avec une couronne devant le buste. Bon, ce sont des représentations classiques à l'époque. Chacun en connaissait le sens. Au revers, la palme. Voilà, et toujours l'inscription AREC. Bon. Ces monnaies sont vraiment répandues. Celles-ci ne sont pas forcément très rares non plus. Bon, là, on est en 40. 40 avant Jésus-Christ, c'est l'année où Octave, qui n'était pas encore Auguste, s'est rendu en Narbonnaise. Bon. Voilà. Donc, alors cette monnaie-là, elle est peut-être à inclure dans un système, mais ça c'est une hypothèse, avec deux autres monnaies qui vont suivre. Alors celle-ci, on a très couramment d'ailleurs sur ces monnaies le buste casquier à droite qu'on retrouve. Bon, celle-ci c'est une imitation. Bon, les monnaies étaient imitées, soit par les Gaulois certainement. D'ailleurs, on reconnaît vraiment un style beaucoup plus élémentaire peut-être, mais moins classique en tout cas. On ne cherchait pas forcément à reproduire servilement le style d'une monnaie officielle. L'essentiel, c'est d'avoir tous les éléments en place, on va dire. Là, évidemment, vous le voyez, Nemkol, colonie de Nîmes, une obole frappée vers 40. Bon, l'imitation, c'est une curiosité, voilà. Bon, il y en a quelques-unes comme ça, vous en verrez d'autres, notamment avec l'os de Nîmes. C'est pas ce qui manque, les imitations. Alors voilà, je vous disais, c'est peut-être un système parce que ce profil casqué, on le retrouve sur deux autres monnaies. Hein. Alors, c'est pour ça que là, j'ai indiqué que ces trois dernières monnaies, l'obole qu'on a vu avant et ses divisions de bronze, le cadran à l'urne, attesté par la lettre Q, qui doit être par là. Voilà, la lettre Q qui doit être par là. Les trois avers sont similaires, on a toujours cette tête casquée. Et là, on a un S qui pourrait être éventuellement un semi. Alors c'est une hypothèse pour peut-être proposer le fait que ces trois monnaies aient pu constituer un ensemble avec des déclinaisons. Bon, voilà, une hiérarchie de valeurs, certainement, peut-être. Mais enfin, c'est une hypothèse, on n'est pas sûr de ça. Bon, là, on change tout à fait de période, la période triumvirale. Bon. Là, voilà, la Gaule, après la mort de César, a été administrée par un triumvirat constitué par Marc-Antoine, Lépide et Octave. Et en 1943, une loi donne pour 5 ans les pouvoirs exceptionnels au triumvir, et en particulier l'impérium qui permet de nommer les magistrats, de convoquer le peuple, de commander les légions. Bon, la Gaule narbonnaise est tout d'abord administrée par Lépide,
puis par Marc-Antoine en 42, puis par Octave à partir de 40. Ce que je disais, il est venu en Gaule en 40, Octave. Et en 37, le triumvirat est reconduit pour 5 ans, parce que donc, voilà, le temps passe. L'épide est exclu en 36 et les relations entre Octave et Marc-Antoine se dégradent. Voilà. Ici, c'est une monnaie caractéristique. Bon, peu de monnaie de Narbonne, un peu de Dupondus, parce qu'il ne s'agit probablement pas d'un as, mais ça, c'est encore quelque chose, c'est encore une hypothèse, as ou Dupondus, mais ça, on en parlera aussi plus tard avec la monnaie au crocodile, as ou Dupondus. Bon, en tout cas, cette monnaie de bronze frappée en 40 lors du séjour d'Octave à Narbonne, voilà. Avec la proue de vaisseau, là aussi on verra plus tard, tout à l'heure, ce que ça signifie et comment les décliner sur énormément de monnaies en fait. Alors, à partir de cette époque, toujours cette période triumvirale, plusieurs monnaies frappées localement ont précédé et inspiré le Dupondus de Nîmes. Bon, là, on a le Dupondus de Lyon, qui... Alors cette fois, on a deux bustes, et on retrouve une proue de vaisseau qu'on retrouvera souvent. Pardon, j'étais un petit peu vite. J'ai des doigts trop gros là-dessus parce que... Voilà, on va y arriver. Alors, ce bronze de Lyon, là, montre les bustes adossés de César et Octave, frappés vers 40-36. Alors, les dates, c'est vrai qu'elles sont un peu approximatives, mais voilà. Alors, on met type 1 sur la monnaie de gauche, parce que sur celle-ci, on n'a pas de palme entre les deux portraits, alors que sur celle-là, alors comme elle n'est pas très nette, j'ai remis un dessin pour vous montrer que celle-ci a une palme. Alors, il est très possible, mais c'est encore une hypothèse, que cette palme ait été ajoutée en 1936, suite à la bataille de Nolok gagnée par Octave et Agrippa, et que ça pourrait très bien commémorer cet événement. Bon, c'est aussi une hypothèse. Des hypothèses, il y en a quelques-unes comme ça, et qui ne sont pas toujours vérifiables, on va dire, pour le moment. Alors ici, on a aussi une monnaie un petit peu dans le même esprit, hein, toujours dans cette période triumvirale, vers 36. Ça, c'est un Dupondus de Vienne. Alors, Dupondus, bon, maintenant, les numismates s'accordent pour dire que ce ne sont pas des as, mais plutôt des Dupondus qui ont valeur de 2 as. Et là, j'ai mis en dessous une monnaie particulière. Bon, elle existe à 2 exemplaires. Alors ça, c'est un Dupondus de Vienne. Hein. Donc on a le buste de César et d'Octave toujours. Hein. Et l'as de Vienne, il est surtout connu avec la monnaie qui est en haut, là, et avec cette structure très importante sur le navire. Bon, là, on voit la proue, l'œil prophylactique. Mais alors, cette monnaie-là, bon, j'ai mise vraiment parce qu'elle n'existe qu'à 2 exemplaires. Signalée en 1842 par Louis de la Saussée dans son ouvrage et numismatique de la Gaule narbonnaise. Et là, c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un seul portrait. Là, on sait que, enfin, on l'identifie comme étant une monnaie de Vienne grâce à la légende. Mais voilà, et puis on retrouve la structure. Mais c'est une curiosité. Bon, voilà, il en existe 2. Une qui est au musée à Lyon. À Lyon, oui, elle est à Lyon, la deuxième. Alors on en a une autre. Bon voilà, on va arriver bientôt au Dupondus de Nîmes, mais voilà, cette monnaie-là, elle ressemble beaucoup aux précédentes, sauf que là, on n'est plus en présence de César et Octave, mais là, on a déjà Agrippa qui... Ah, c'est pas encore le bon bouton.
Ah non, non, mais on va y arriver. Non, encore un petit effort, voilà. Donc, ici, on a Agrippa, qui a la tête nulle, ce qui ne va pas durer sur les suivantes, sur les as de Nîmes. Et on a ici Octave. Enfin, Octave, oui. Et donc, on retrouve toujours la proue de navire. Alors, cette monnaie, bon, on pense qu'elle a été frappée à Orange, parce que la tête de bélier qui est au revers sur le bouclier serait l'emblème de la 2e Légion Gallica qui a donc fondé la ville. Voilà, et on retrouve ces armes bon, voilà, qui a priori signeraient le lieu de frappe de cette monnaie. Tête de bélier dans un cercle. Alors, le cercle, c'est certainement un bouclier, mais bon. OK. Et là, on a une légende qui est exactement celle qui sera aussi sur le Dupont-Duce de Nîmes, IMP, DVF. Bon, on en reparlera de la légende, mais enfin, voilà, c'est exactement le même droit, sauf notre Agrippa à gauche qui a la tête nue. Voilà. Ici, j'ai listé un ensemble d'événements qui vont un petit peu donner du relief au pourquoi on a frappé telle ou telle monnaie et montrer aussi que la monnaie a progressé, son rôle a progressé dans la société en même temps que s'est installé le régime d'Octave Auguste. Après la bataille d'Actium le 2 septembre 31, le Sénat va donner de plus en plus de pouvoir à Octave, qui va devenir Auguste donc, et c'est bien de rappeler, je pense, quelques dates qui nous servent de repère pour la suite. Octave obtient du Sénat le pouvoir d'instaurer un nouveau régime politique, le Principat. Alors là, j'ai mis une sorte de pouvoir hybride censé réformer en profondeur la République, qui dans les faits prépare l'Empire en y mettant les formes. C'est-à-dire que l'Empire avait atteint une telle dimension qu'il a fallu revoir un certain mode de fonctionnement. Le fonctionnement de la République, il avait à l'origine été établi pour des régions beaucoup plus modestes. Là, maintenant, on est sur un empire. Donc, le Principat, c'est un régime intermédiaire qui va préparer l'Empire. Alors, quand je dis en y mettant les formes, là aussi, on verra pourquoi. Parce qu'il fallait quand même que tous les symboles de la République soient présents sur les modes de communication. Les modes de communication, c'était la monnaie, c'était les monuments, c'était tout ce qui était image, quoi. C'était, comme l'a dit tout à l'heure le président de notre cercle numismatique, la monnaie était un vecteur de propagande. Alors en 30, Octave reçoit la puissance tribunicienne. 30, c'est l'année de la reconquête de l'Égypte. En août 30, donc après Actium, 31, août 30, là, l'Égypte était totalement reconquise. En 28, Octave est nommé premier des sénateurs. Et en 27, le Sénat confère à Octave le titre d'Auguste, voilà, qui officialise son pouvoir sur les plus hautes autorités politiques et religieuses. Ce qui veut dire vraiment que le Sénat a accordé en peu d'années de plus en plus de pouvoir à Auguste, donc, et le Dupont-Duce de Nîmes va trouver son origine à ce moment-là. Parce que Auguste aura à cœur, tout le long de son règne, on va dire, de donner à Nîmes le maximum d'éclat en fonction de toutes ces possibilités, de tous ces moyens. Il va vraiment considérer Nîmes comme une vitrine de sa propagande. Et on va retrouver un certain nombre de symboles
qui vont parler à la population, qui vont parler aux Gaulois, mais pas seulement, hein, parce que la monnaie, le Dupondius de Nîmes, circulera dans tout l'Empire. Alors là, je reviens au fait qu'on s'appuie sur des symboles fondateurs de la légalité républicaine. Et après, ma foi, le pouvoir d'Auguste, de toute façon, sera incontesté à partir de ce moment-là. Mais néanmoins, il fallait quand même parler aux populations qui étaient très disparates dans l'Empire quand même. Alors le fait déjà de véhiculer le portrait de l'empereur, enfin finalement, ce qui était très peu fait précédemment. Bon, César, on le voyait un petit peu, mais c'est surtout à partir d'Auguste qu'on a vu, enfin Octave, Auguste, qu'on a vu le portrait vraiment diffusé dans tout l'Empire sur toutes sortes de monnaies, dans tous les métaux. Hein. Enfin, de l'or, de l'argent, du bronze ou autre chose. Bon. Alors l'idée, c'était vraiment ça, de rendre cette victoire d'Axiome, de dire voilà, maintenant, la succession de César, après 14 ans de guerre civile, maintenant c'est terminé. Voilà. Donc, dans le premier temps, il fallait faire savoir à tous que l'Égypte aussi avait été conquise par Octave. D'où le crocodile. Et naturellement, Marc-Antoine vaincu et Cléopâtre aussi par la même occasion. Mais le crocodile est resté, était un symbole fort de l'Égypte. Puis il devait quand même interpeller un peu les Gaulois, hein, parce que c'était quand même pas un animal qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Bon, ici, j'ai fait un petit dessin juste pour dire qu'après Axiome, de nombreux soldats ayant servi en Égypte sont démobilisés. Une partie d'entre eux viendra renforcer la population nîmoise. Cette déduction comportait les partisans d'Octave, mais aussi peut-être des soldats grecs égyptiens ayant servi Marc-Antoine et qu'il était souhaitable d'éloigner de leur base. Ça, c'est une hypothèse. Bon, ma foi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, il y a quand même des raisons pour lesquelles on a trouvé quand même d'autres éléments qui rappellent l'Égypte, à Nîmes, des stèles ou d'autres choses. On revient là sur les symboles fondateurs. La galère qu'on a vue déjà sur quelques monnaies, qui était beaucoup représentée sur les monnaies de la République romaine, et sa référence fondatrice était Janus, introduit à Rome par Romulus. Bon, Janus avait appris de Saturne les bienfaits de l'agriculture, de la construction des bateaux et de la monnaie. Symbole d'un âge d'or. On retrouve tout ça hein, sur le Dupondius de Nîmes. Il est représenté avec un double profil. Alors là, évidemment, c'était le double profil sur une même tête. Sur le monnayage du Dupondius de Nîmes, là, on a deux têtes, mais ça fait rien. On est quand même sur les principes des jumeaux, quoi, on va dire, pour simplifier. Et la proue de galère, on verra aussi qu'elle n'est pas absente non plus du Dupondius de Nîmes. Janus était le dieu des transitions, de la guerre à la paix, protecteur des ports, d'où la proue de galère. Voilà. Donc, et là, à cette période de l'histoire, Auguste aussi était une transition entre la guerre et la paix. Je disais après 14 ans de guerre civile. Voilà. Les symboles étaient très importants, de toute façon, pour asseoir une légitimité. Et là, justement, on est toujours sur ces symboles qui s'appuient sur la légalité du pouvoir. Alors là, on va un petit peu changer de paradigme. Agrippa le militaire représente le bras armé d'Auguste qui lui doit entre autres sa victoire à Axiome. Il est né en 63, la même année qu'Octave Auguste, et ils ont été élevés ensemble. Bon, le mythe fondateur des jumeaux n'est pas loin, vous voyez, même s'ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Mais voilà, on retrouve encore le mythe des jumeaux, qui était fondateur aussi. On a parlé de Castor et Pollux, mais il y avait aussi Romulus et Rémus. Donc vous voyez, on est toujours. Et là, ils étaient vraiment très complémentaires, les deux amis. Là. Bon, là. On voit donc Agrippa à gauche. Là, il a maintenant la couronne rostrale, la couronne navale. Donc maintenant, on disait tout à l'heure que sur le bronze d'Orange,
Cette couronne n'était pas encore en place, mais là, maintenant, elle y est. Après Axiom, on voit sa couronne ici, ce petit crochet là qui montre la couronne navale, la couronne rostrale du rostre du navire. Alors là, sur ce type du pont d'usine, on verra tout à l'heure les différents types. Là, Auguste a la tête nulle pour l'instant. Alors ici, le denier du légionnaire frappé par Marc-Antoine pour payer ses légions pendant ses campagnes contre Octave. Il avait, bon, ça ce sont évidemment les aigles des légions, mais sur le revers, on a cette galère. Et cette galère, on s'aperçoit que le crocodile s'inscrit un peu, un peu même assez bien, dans le dessin d'une galère. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on y retrouve tout. Le rostre, on y retrouve l'œil prophylactique qui est, on a un petit peu parlé tout à l'heure, sur le devant des Dupondus de Lyon, de Vienne et d'Orange, oui, pardon. Oui, j'étais en train de penser à autre chose, excuse-moi. Oui, là j'ai insisté un peu sur la plustre. La plustre, c'est ça, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Parce qu'on verra sur quelques monnaies, la queue du crocodile est traitée un peu comme ça. Bon, c'est peut-être un détail, mais enfin, ça veut dire quand même qu'on y retrouve beaucoup de choses. Puis on est toujours sur un symbole aquatique entre le navire et le crocodile, ma foi. C'était bien trouvé, c'était bien pensé, et ça va se confirmer. On ne quitte toujours pas la légalité, les symboles fondateurs, puisque la victoire d'Axiom sera dédiée par Octave à Apollon. Et alors Apollon, c'est un dieu majeur. On retrouve sur plusieurs monnaies déjà des vols carrés comiques et sur plusieurs deniers ou quinaires. Quinaire, c'est un demi-denier. Des références à Apollon présentes sur la monnaie au crocodile de Nîmes. La palme, la couronne, les serpents. Apollon, dieu guérisseur. Alors ce quinaire, donc ce demi-denier frappé à Rome, mais bon, même si on n'en est pas tout à fait sûr, en 29-28. Bon, ça veut dire que c'était pas très longtemps après Axiom, et déjà on avait sur cette monnaie, mais je vais y arriver, non, peut-être pas. Oui, on avait sur cette monnaie déjà l'Asie reprise et la victoire une victoire ailée qui brandit une couronne, une palme sur l'épaule, entourée de serpents. Et ça, on va retrouver la palme, la couronne sur le Dupondus de Nîmes, un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, c'était quand même vraiment basé sur une réflexion très profonde. Je ne sais pas quelle était l'agence de communication, mais c'était très bon. D'ailleurs, s'il y a eu une telle pérennité, un tel succès de cette monnaie, c'est qu'elle était parlante, elle était exotique quelque part pour les Gaulois, tout au moins. Alors là, on a un petit peu on va dire le détail des éléments en place, qui sont entre les légendes et les symboles dont on vient de parler. Bon, je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que je crois que... Non, ça va? C'est bon? Ok. Là, on va avoir plusieurs types d'as du Pondus de Nîmes. On peut en compter 3 ou 4 suivant les auteurs. Mais en tout cas, Auguste, tête nue sur les types 1 et 2. Là, on voit tout à fait les différents éléments qui sont en place. IMP, impérator, détenteur du pouvoir militaire. Agrippa. Mais là, on est sur un exemplaire du dernier type. Alors là, on voit ce sont des hommes mûrs. Là. Ils sont déjà un peu plus massifs là, dans leur représentation. Alors, les lettres PP figurent uniquement sur le dernier type. Donc, Pater
Patriae, père de la patrie, à partir du 4e type, 10 après Jésus-Christ. Donc on est sur la représentation la plus tardive. La couronne qu'on a évoquée précédemment, la palme, les fagnons, alors fagnons, serpents, bon, ok, il y avait des fagnons sur les galères, hein, donc ce qu'on appelait des lemnisques, des fagnons, serpents, voilà. Les palmettes, la palme principale, le collier qui attache qui permet d'attacher le crocodile à la palme. Colnem, évidemment, c'est la légende Colonia Nemosus. Voilà, donc tout ça, on va le retrouver plus loin sur les différents types, avec des petites variantes, mais pas si importantes que ça. Ici, on est sur une datation. Alors les datations sont quand même pas complètement certaines, hein. Ce sont des ordres d'idées, on va dire, parce que on n'a pas beaucoup de précision sur les dates. En tout cas, ça montre déjà la chronologie de ce qu'on vient de voir précédemment. C'est une manière un peu de récapituler et puis de voir les 4 types de monnaies nîmoises, de monnaies au crocodile qui ont suivi. Donc, toutes ces monnaies qui sont à gauche, on les a vues là, à l'instant. On ne va pas y revenir. Les différentes datations que je vous disais, bon voilà, les premières frappes 27-28 avant Jésus-Christ et les dernières 14. Bon, 14, ça correspond à la mort d'Auguste, mais est-ce que les frappes sont arrêtées? Bon, on a supposé que oui, mais bon, c'est encore pas sûr, mais bon, voilà. Alors ici, c'est le côté pratico-pratique, là, on a besoin de petites monnaies, on coupe une monnaie en deux. Alors, ça a ses limites. On pouvait même la séparer en 4 pour faire de la petite monnaie divisionnaire. Le fait de la séparer en 2 permettait au moins d'avoir 2 portraits en la coupant entre les deux. Bon, pourquoi pas, hein, mais ce stratagème fut utilisé aussi sur les bronzes de type bicéphale, comme les Dupondus de Lyon, Vienne et Orange, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Alors, la notion d'as ou du pondus, la notion d'as, je me dis que c'est très relatif suivant les époques. Là, c'était étalonné sur la livre romaine qui pesait 324 grammes jusqu'en 268 pour ne peser sous forme de monnaie que 13,5 grammes en 18, soit un 24e de livre. Ça veut dire que dans une livre, on frappait 24 monnaies. Quand on s'est mis à en frapper un peu plus, elles étaient un peu moins lourdes. Voilà, bon, il y a peut-être eu aussi des tricheries ou des variations, parce qu'on va se retrouver avec des Dupondus ou d'Onymes avec des poids allant du simple au double. Là, on verra aussi plus loin. Les premiers types pesaient généralement entre 16 et 20 grammes, les premiers types de monnaie au crocodile. Et ensuite, je vous disais, on peut diviser largement par 2. Certains poids le poids de certains types. Aujourd'hui, on s'accorde généralement sur le fait que l'on serait en présence d'un Dupondus, en parlant de la monnaie au crocodile. Alors c'est vrai que les premières frappes, les calibrées, toujours les frappes de Lyon, Vienne, Orange, c'était vraiment les monnaies qui étaient frappées dans la région. Bon, on va passer à la suite. Alors là, on va commencer à voir les 4 types de Dupondus de Nîmes. Alors, les caractéristiques du premier type, des premières frappes, module de poids lourd, 15-18 grammes, peut-être quelquefois un peu plus. Bon. Pour un diamètre 27-28, voire un petit peu plus aussi. C'était quand même assez variable. La gravure, elle était assez soignée tout de même, parce qu'on avait des graveurs de talent. Après, ça s'est peut-être un peu dégradé. Avant de récupérer, à partir du type 3, des gravures qui sont devenues plus conformes au canon de la beauté de l'époque. Alors, Agrippa est toujours barbu sur ses premiers types. Bon, on a prétendu quelquefois que les Dupondus de Nîmes avec Agrippa barbu étaient très rares, mais moi je trouve qu'ils ne sont pas tant que ça. Sur les tout premiers types, je dis, ils sont
toujours barbu. Et sur les types 2, les premiers types 2, il est barbu aussi. Bon. Auguste est tête nue. OK. Alors, la légende d'IVF, fils du divin, évidemment, le divin, c'est Jules César. Auguste était donc le fils de César le divin, enfin le fils adoptif. Il y a toujours un point après col. Alors ça, c'est très curieux. Là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé d'explication. J'ai remarqué sur tous les premiers types, il y a toujours un point après le col. Voilà. Bon, ok. Les dents du crocodile ressortent au-dessus de la mâchoire supérieure. Bon, là, on le voit nettement, là aussi. La palme centrale penche à droite. Bon, ça, ce sont les caractéristiques du premier type. Après, il va y avoir des petits changements, mais bon, ce n'est pas forcément toujours fondamental. Mais ça permet de les classer au moins, puis peut-être aussi de les classer surtout par chronologie. Là, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé entre 24 et 12 avant Jésus-Christ. Voilà, on revient sur le contexte, sur les changements qui ont pu s'opérer pendant ces frappes des types 1 et 2. Nîmes évolue, la puissance de la ville s'affirme en même temps que celle d'Auguste. Voilà. Et là, on va voir un peu pourquoi en dessous. En 24, Nîmes devient colonie romaine, sous le nom de Colonia Augusta Nemosis. En 22, la Narbonnaise devient une province sénatoriale, mais Nîmes entretient des liens directs avec l'empereur. Vous disiez tout à l'heure, Auguste a vraiment la volonté d'en faire sa vitrine. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé jusqu'à aujourd'hui. 16-13, séjour d'Auguste en Gaule. La ville de Nîmes se voit pourvue d'un nouveau statut. Parce que là, il est resté un petit moment quand même dans la région. Auguste attribue à la ville les pouvoirs locaux des 24 oppidats qui lui sont rattachés, qui lui paient tribut. Les pouvoirs sont centralisés à Nîmes. Avant, les oppidats avaient un peu plus d'indépendance, enfin tout au moins avaient des représentants par oppidat. Et là, par oppidum, tout est regroupé à Nîmes, tout est centralisé. Rappelons que les édiles et les quêteurs deviennent automatiquement citoyens romains. Auguste offre à Nîmes ses murs et ses portes, ainsi que des moyens puissants. Et en 12, Auguste obtient le pontificat et devient le chef de la religion romaine. Vous voyez, c'est comme quoi il a progressé. Petit à petit, le Sénat lui a octroyé de plus en plus de pouvoir. Alors, il a tous les pouvoirs, d'ailleurs. Alors là, le type 2, plus léger. Là, on voit que sur ce type-là, on a un Agrippa barbu encore. Alors les frappes sont très 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 différentes les unes des autres souvent. Là on a un crocodile tout maigre, une palme droite. Après là aussi on a un bel exemple de l'Agrippa barbu. Ici on a 3 points. Bon, sur quelques monnaies, on n'a pas expliqué non plus pourquoi, mais ce sont des rares variantes. Variantes c'est beaucoup dire, mais des petits suppléments qui ont été ajoutés. Peut-être que le sens, on l'a perdu. Peut-être qu'un atelier, peut-être, je ne sais pas. Peut-être il est probable qu'il y avait plusieurs ateliers, voire des ateliers itinérants. Mais voilà. Bon. Les principes généraux, je les ai mis là. Gravure très disparate. Oui, Agrippa voit progressivement sa barbe disparaître. OK. Le point après-col a disparu là, à ce moment-là aussi. Les dents du crocodile ressortent toujours au-dessus de la mâchoire. Bon, ça se passera, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Alors là, il a même un éperon, là, carrément. Là, mais c'est assez courant. La corne du museau, et c'est ça, est encore présente. La palme centrale penche à droite, mais peut-être droite. Voilà. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est que là, on a une palme qui n'est pas dans le prolongement. Ce qui a fait dire à certains que le crocodile était empalé, mais bon. Encore une hypothèse, comme il y en a eu beaucoup. Ça arrive assez souvent, qu'on n'ait pas une continuité de la palme. Alors que, bon, c'est peut-être un problème de conception, je ne sais pas. Mais là, on est sur le type 2, on ne va pas trop s'attarder, mais juste pour montrer ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux aplustre, là.
la queue du crocodile, la plus qui était une espèce d'éventail, enfin ça se présente comme une gros éventail en bois à la poupe du navire, la poupe qui était souvent plus haute que la proue sur la galère. Et là on voit qu'on a ce traitement là, sur certains modèles, là aussi on l'a un peu. Bah, c'est pas systématique, hein, mais ça fait partie des choses. Bon, il faut bien regarder, mais c'est. Alors là, on a vraiment des styles très différents, mais il y en a eu énormément. Là, on a encore notre Agrippa barbu. Voilà, bon. Et enfin, on pourrait multiplier les exemples de frappes de styles très différents. Mais enfin, tous les éléments en présence sont là. Et à part quelquefois les points dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas eu de fantaisie ajoutée ou quoi que ce soit. Alors le type 3, là on revient à des monnaies officielles avec des portraits beaucoup plus académiques, on va dire. Module de poids plus lourd. Là on revient sur des poids voilà, un peu plus lourds, diamètre un peu plus important. Les styles de gravure se stabilisent parce que, bon, sur la monnaie de gauche, on a l'impression qu'on a encore des hommes jeunes. Bon, là, alors qu'on est sur des frappes entre 9 et 3, hein, c'est ce type qui sera le plus courant, en fait. Et le crocodile, vraiment, aura pris du poids, là. Ça devient une grosse bête. Mais vous verrez que les hommes aussi, un peu plus loin, ils auront aussi forci un petit peu. Alors là, Agrippa n'a plus de barbe. Les styles de gravure se stabilisent. Les imitations gauloises disparaissent quasiment. On n'en a pas parlé trop, des imitations gauloises, mais on le verra un peu plus loin, parce qu'elles sont vraiment intéressantes et curieuses, à bien des égards. Les dents du crocodile ne ressortent plus donc au-dessus de la mâchoire. Donc le crocodile est, on va dire, presque plus réaliste, si on peut dire ça, parce qu'il est quand même un peu épais, là. La corne à l'extrémité du museau disparaît et la palme centrale penche toujours à droite. Bon, on dit ça parce qu'après, elle va pencher à gauche, certainement. Là, cette monnaie, je l'ai mise un peu en avant parce que bon, le style, c'est toujours un type 3. Type 3 parce que les deux têtes sont couronnées, l'une toujours avec la couronne rostrale, et celle d'Auguste, on a une couronne qui est à la fois de laurier et de chêne. Voilà, bon. Après, le style est vraiment particulier, là. On a vraiment l'impression d'avoir des profils grecs, là. D'ailleurs, je vous disais qu'elle avait commencé à grossir sur le type 3, mais ouais, ça se confirme. Le croco, là. Non, pas si vite, pas si vite. Alors, le type 4, là, la caractéristique principale, c'est l'ajout des deux lettres PP qu'on retrouve une à droite, une à gauche. J'ai aussi insisté sur le fait que les personnages étaient plus mûrs, plus massifs. Mais là aussi, on a une frappe assez classique, un peu rigide peut-être, mais là, vraiment, on est sur des représentations très académiques. Bon, les dents du crocodile, on ne ressortent toujours plus. Bon, bah, très bien. La palme centrale, voilà, c'est là qu'elle penche à gauche. Alors, pourquoi à un moment donné, on l'a fait pencher à gauche plutôt qu'à droite, ma foi, on n'a pas forcément d'explication. Voilà, là on revient sur l'apport le plus visible, le plus important, les lettres PP de part et d'autre des portraits, pater, patriae. Bon, pas ainsi. Alors là, le crocodile, voilà, on lui avait aplati un peu le nez là quand même. Bon, pourquoi pas, hein. Il y en a eu des misères, mais c'est pas fini. Ah, alors là, les frappes gauloises. Alors ça
C'est assez fantastique, quelque part. Ça prouve l'appropriation vraiment par la population locale du thème. Et puis, voilà, elles étaient tolérées par le pouvoir, ces imitations, qui ne pouvaient pas assurer suffisamment de monnaie divisionnaire. Et puis les monnaies gauloises continuaient à circuler aussi. Voilà, c'était une période transitoire. C'était des monnaies de nécessité, voilà, on en avait besoin. C'était pas de la fausse monnaie. Tant que ça a été toléré, ça l'a pas été toujours. Hein. Il a fallu à un moment donné, justement, comme on a vu tout à l'heure que les Dupondius de Nîmes au type 3, à partir du type 3, elles ont pratiquement disparu parce que les frappes étaient déjà beaucoup mieux maîtrisées par le pouvoir. Donc les frappes, les imitations gauloises n'étaient plus tolérées. Alors ces imitations gauloises, je vais s'arrêter un petit peu parce que grande liberté de style et de gravure. Ok, ça on le verra. Je ne vais pas me répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. La fantaisie n'est pas absente des frappes. Elle n'est pas absente, mais l'organisation des éléments en place est respectée en référence à la monnaie officielle, hormis parfois quelques rares oublis, l'absence de chaîne du crocodile ou le lettrage fauté. Mais ça, sont plus des petites fautes qu'une volonté d'ajouter ou d'enlever des choses. Sauf celle-ci. Voilà, il y a toujours des exceptions, n'est-ce pas ? Je disais qu'il ne prenait pas trop de liberté avec les représentations, mais alors celle-ci, elle est quand même, c'est un peu curieuse, avec la queue qui est traitée comme une palme. Ça, il faut avouer que c'est la seule que j'ai vue comme ça. C'est quand même assez curieux. Alors ici, c'est juste pour montrer qu'avec des coins identiques, on a des flancs qui ont un poids qui va du simple au double, quoi. Donc voilà, quelle était l'importance des poids de ces monnaies qui étaient finalement des monnaies fiduciaires, la valeur qu'on voulait bien leur donner. Alors là, j'ai mis d'autres représentations. Là, on va peut-être... voilà, c'est pour montrer... Alors là, on est encore sur un Agrippa barbu, mais c'est pour montrer aussi que les imitations étaient surtout le fait des deuxièmes types, des types de... c'est pour ça qu'on a souvent un Agrippa barbu encore sur ces imitations. Enfin là, tout est en place. Hein. Je vous dis, quelquefois, il peut manquer la chaîne parce qu'il n'y avait peut-être pas la place ou une erreur de légende parce que de toute façon, les graveurs ne savaient pas forcément lire non plus. Hein. Là encore des exemples. C'est pour montrer la grande variété de ces imitations gauloises qui sont assez fantastiques pour certaines. Alors celle-ci, elle est encore plus fantastique, puisque le crocodile est à gauche. Bon, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Déjà, Louis de la Saussure, en 1842, avait déjà publié ces deux dessins dans son ouvrage La numismatique de la Gaule narbonnaise, où on voit le crocodile à gauche. Bon, là, il y avait même une contre-marque. Et alors, évidemment, la légende, elle se trouve aussi... parce que, évidemment, le coin qui a été gravé n'a pas été gravé en miroir. Et voilà, donc il y a eu un petit souci, là. Mais bon, celle-là, je la trouve assez intéressante. Alors, évidemment, il y a encore un truc, c'est que le Colnem serait écrit donc dans ce sens-là. Le C de Col, c'est carrément la queue du croco, là. Oui. Bon,
c'est quand même... alors le N, évidemment. Alors le N, comme ça, on le trouve sur quelques monnaies, des fois. Hein. On a quelquefois la barre du N qui est sur des monnaies frappées, enfin, gravées correctement. On a quelquefois même des inversions du N. Mais là, le C qui fait là, on a le O, là, on voit le L. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu une inversion. De toute façon, les deux têtes sont nues. Il n'y a même pas de couronne, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Là, c'est un peu mystérieux. Mais c'est pour dire qu'on se contentait quand même de monnaies approximatives, quelquefois. Enfin bon, c'était peut-être pas très courant non plus. Hein. C'est pas la monnaie officielle. Ça. Alors celle-ci, elle n'est pas officielle non plus, parce qu'on a une tête bêche, là. La tête est à l'envers, là. Une à l'endroit, une à l'envers. Alors, là, évidemment, ça a aussi impacté le revers. Mais bon, il y a peut-être... Ça peut être une fantaisie. Mais il y a peut-être une autre hypothèse, c'est qu'on ait voulu la démonétiser, c'est-à-dire en faire un objet votif. C'est possible, comme on l'a fait avec la médaille à la patte de sanglier, qu'on verra un peu plus loin. Je vais me dépêcher. Alors là, les imitations du type 3 sont très rares. C'est vrai que je n'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a celle-ci qui est sympa. Bon, ok. On va passer assez vite. Assez jolie d'ailleurs. Hein. Et les types 4, alors là, j'en ai jamais vu d'autres. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres. Avec le PP, chaque côté, le P là. Voilà, ce sont des représentations aussi, des imitations, mais très belles, celle-ci aussi. Mais elles ont vraiment complètement, on va dire, complètement disparu théoriquement, les imitations du type 3 et 4. Même s'il y a eu quelques velléités, sûrement encore, mais voilà. Ah, l'utilisation mystique du moniage au crocodile de Nîmes et la médaille votive au pied de sanglier. Alors ça, on dit médaille, hein, c'est pas monnaie. Hein. En 1884, Goudard avait recensé 13 exemplaires, dont un qu'il reconnaissait faux. Et il avait mis en avant l'analogie entre un offertoire de l'époque des Ptolémées et la médaille à la patte de sanglier. Là, on revient à l'Égypte, là-dessus, sur ce type de représentation. Et c'est vraiment très, très, très curieux. Donc c'est une médaille votive. Bon là, qui était utilisée comme amulette, excusez-moi pour le lapsus, comme amulette, porte-bonheur, et comme objet d'offrande se substituant à un sacrifice animal. Voilà. Par analogie, la cuisse de bœuf ou d'antilope figurait dans les repas funéraires égyptiens. Donc, vous voyez, l'Égypte est encore quelque part dans les mémoires à l'époque. Alors ça, c'est intéressant, Patrick Villemur, parce que ces médailles à la patte, longtemps, certains considéraient que c'était toutes des faux. Et là, depuis les analyses métallurgiques initiées par Patrick Villemur en 2017-2019, c'est très récent, ces analyses ont permis de prouver l'authenticité de ces exemplaires en fonction de leurs alliages. Et 5 exemplaires en liaison de coin entre des médailles et des monnaies qui ont circulé à l'époque. Donc il n'y a pas de doute sur l'authenticité d'une grande partie de ces monnaies. Mais ça, c'est-à-dire qu'il aura fallu attendre bien longtemps avant d'en avoir la certitude. Là, c'est la conclusion. Le Dupondius de Nîmes occupe une place à part dans l'étude de la numismatique de la Gaule romaine par la richesse de son iconographie et la longévité de sa circulation. Alors, les frappes, au minimum une quarantaine d'années, elles ont certainement circulé beaucoup plus longtemps. Et les imitations, oui, voilà, marquent une forte appropriation des populations locales. Oui, ça me paraît sûr que les Gaulois se sont bien appropriés le thème. Après, on avait aussi quelquefois l'utilisation de monnaies un peu usées. On a posé des contre-marques. Alors, de la part du pouvoir, on n'a pas identifié énormément de contre-marques. La plus connue, c'est la contre-marque Dédé, avec la palme là au milieu, au centre. Un décréto avec voilà, c'est le décurion donc qui par décret qui avait autorisé cette contre-marque. Là, on a une deuxième CR. Mais alors voilà, on est loin de les avoir toutes interprétées.
Mais bon, c'est une des curiosités. Souvent, les contre-marques sont apposées sur des monnaies très usées. Là, on est sur l'épilogue. Ah voilà, alors François Ier valide successivement, là on a fait un bond dans le temps, là, 2 versions des armoiries de Nîmes. En 1516, le taureau d'or en champ de gueule. Les consuls de Nîmes à l'époque avaient demandé à François Ier, qui devait se trouver à Lyon à l'époque, en 1516, il avait demandé de valider les armoiries qui sont ici avec un taureau. Bon, ce qu'il avait fait. Et en 1533, François Ier est venu à Nîmes, il est resté quelques jours, il a pris le temps de visiter la ville, de voir toute la richesse architecturale, toute la richesse de l'histoire de la ville. Et il aimait l'Antiquité, il était passionné par les Antiquités. Et quelques années après, donc en 1536, il paraîtrait, alors ça c'est aussi une hypothèse, que c'est lui qui aurait dit, bon, j'ai validé en 1516 le taureau, mais il me semblerait plus logique de plutôt mettre en avant. Alors, le crocodile, alors, il était considéré, à l'époque, déjà on avait perdu un peu la mémoire de tous ces symboles de l'Antiquité. Certains l'identifiaient à une couleuvre. Bon, avec des pattes, vous me direz. Mais malgré tout, François Ier a souhaité, paraît-il que c'est son initiative, a souhaité donc valider ce deuxième blason, ces deuxièmes armoiries, qui sont celles d'aujourd'hui, qui ont été modernisées depuis, hein, bien sûr, dans les années 80, je crois, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ce que vous voyez partout en ville, hein, sur le mobilier urbain. Voilà, donc. Alors voilà, merci au Musée de la Romanité pour son soutien, son accueil. Et avec la participation amicale des Amis des Romaines, les monnaies romaines, hein, bien sûr. Non mais. Bon, ok. Voilà. Merci beaucoup.